Salut Fabrice, en direct de ta Bon, voiture. ouais, c'est super, hein, super mon bureau mobile. Les joies de la technologie. Voilà, ça passait pas dans le cabinet, donc obligé de venir dans le bureau Mais c'est bien, mobile. on voit le beau ciel breton. Ouais, on voit pas les rafales. On voit pas les rafales. Mais oui, c'est sûr. Bon, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui là pour un nouveau numéro de Paroles de Naturo. C'est la première fois que j'accueille quelqu'un qui est de Quimperlé, donc c'est quand Eh même, oui, c'est quand c'est même un extraordinaire. honneur pour On moi. a plein de points communs. On a pas mal de points communs quand même. Ouais. Ça, c'est génial. Ouais. Donc je rappelle rapidement pour ceux qui sont là qu'est-ce que Paroles de Naturo? Paroles de Naturo, c'est l'occasion pour moi de donner la parole à des naturopathes qui vont parler de leur métier, qui vont parler de leur parcours et qui vont surtout aussi parler d'une thématique. Alors la thématique qu'on a choisie avec Fabrice aujourd'hui, c'est la place de l'activité physique dans la naturopathie. Donc on va y revenir dans la deuxième partie du live. Mais tout d'abord, je vais te demander de te présenter, Fabrice, s'il te plaît. Eh bien, je m'appelle Fabrice Vivier. Je vis à Quimperlé, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mon cabinet est à Lorient. Je suis naturopathe, spécialisé dans les troubles digestifs et l'accompagnement du sportif. Je suis également préparateur physique et sportif, c'est d'ailleurs mon premier métier. Je suis également posturologue et massothérapeute. Voilà. Et histoire d'en rajouter une couche, je suis sportif et continue à être dans une pratique semi-professionnelle, dans le culturisme en l'occurrence, où je suis dans l'équipe de France. Voilà. Pour ta catégorie d'âge, c'est ça? Pour ma catégorie d'âge et de poids, parce que ça se voit, hein, je suis une petite crevette. Hein, je suis dans des catégories light, comme on dit. D'accord, ok. Ok, ok. Bon, ce que je te propose, c'est que tu puisses nous expliquer comment t'es arrivé à la naturopathie. Donc là, tu viens de le dire, bah, tu as eu une activité très tournée autour du sport au départ. Qu'est-ce qui t'a amené à aller vers la naturo, à te former à la naturopathie? Eh ben l'âge, la vieillesse, le fait de vouloir continuer à pratiquer, se rendre compte que si tu ne trouves pas une solution, tu ne vas pas pouvoir aller à terme de ton projet. Et j'ai toujours eu une activité physique et sportive assez intense. Je suis un ancien militaire, c'est ce qui m'a invité à être dans ces dynamiques du mens sana in corpore sano, à avoir une activité assez intensive, d'abord dans des sports d'endurance, de combat, et puis après, plus dernièrement, des sports un peu plus soft, donc d'esthétisme avec le culturisme. Et donc, arrivé à une quarantaine d'années, je me suis vu avoir des gros problèmes, beaucoup de lombalgie à répétition, des troubles ostéomusculaires, des problèmes de digestion, les poils qui blanchissent, la perte de cheveux, la libido qui part en nœud de boudin. Enfin bon, voilà un petit peu schéma classique, hein, standard. Quelle solution est apportée? Et à l'époque, j'avais un coach sportif qui me supervisait, qui avait des notions en naturopathie. Donc, il m'a donné quelques astuces, mais ça m'a pas suffi. J'ai voulu en connaître beaucoup plus. Donc, c'est pour ça que je me suis formé à la naturopathie dans un premier temps, dans un but personnel, et puis ensuite, très rapidement, à me dire, mais attends, mais ça, je peux le transférer après aux personnes que j'accompagne dans le cadre du sport. Et donc, ben, voilà pourquoi aujourd'hui, je suis à être thérapeute dans cette pratique préventive, naturelle, holistique et non D'accord. conventionnelle. Donc au départ, tu as intégré la naturopathie plutôt dans ton accompagnement de coach sportif. Aujourd'hui, comment ça a évolué en termes de répartition de clients? Est-ce que tu as avant tout des gens qui viennent pour du coaching ou enfin voilà, est-ce que c'est plus de la naturo? Comment ta clientèle a évolué en fonction de cette nouvelle corde à ton arc? Bah, c'est pas forcément facile à répondre. En fait, les gens viennent vers moi aujourd'hui parce que je suis pluridisciplinaire et parce Mhm. que justement, je vais pouvoir apporter une proposition dans sa globalité. Donc, les accompagner au niveau de l'alimentation, parce que j'ai fait également une formation en nutrition. Donc les accompagner dans l'alimentation, les accompagner dans la préparation physique et sportive, les accompagner pour une amélioration de leur hygiène de vie, les accompagner parce qu'ils ont des troubles récurrents et donc le massage
leur permet de les soulager. Donc c'est assez difficile à répondre à ta question parce qu'en fait, au fur et à mesure que j'ai accumulé des connaissances et que j'ai proposé en fait un panel de possibilités aux gens qui venaient vers moi, ben, du coup, j'avais une ouverture du champ de possibilités de ces derniers. Alors je précise, hein, mon cabinet ne croule pas de demandes euh, parce qu'on est quand même sur des activités qui sont assez saisonnières. Mais ceci étant, moi je trouve que c'est vraiment super de pouvoir bon, déjà avoir une spécialisation, parce que dans la naturopathie, et ça tu l'as évoqué, il me semble dans une de tes vidéos précédentes, D'accord. quelles étaient les D'accord. pertinences des spécialisations. Bah, en tout cas, celle que j'ai moi, elle me permet aujourd'hui d'avoir des gens qui ont soit des problèmes relatifs à leur corps et qu'ils souhaitent optimiser, et pas forcément que des sportifs, hein, je pense à tous ceux qui utilisent leur corps, donc des pêcheurs, des marieurs, des agriculteurs, pour exemple. Et puis effectivement, après des sportifs qui sont soit des gens qui veulent reprendre une activité physique et sportive, donc après un accident, après un incident dans leur vie, ou qui ont un niveau semi-pro, voire professionnel. Voilà. Ok. Et je pose cette question-là systématiquement pendant l'interview. Toi, si tu devais sélectionner trois pratiques, trois outils de naturopathie qui correspondent, enfin voilà, à des must-have, on va dire, dans ton approche, qu'est-ce que ce serait? L'alimentation, l'eau et les massages. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous détailler un peu? Donc, l'alimentation, je pense que les gens comprennent, mais Alors, l'alimentation et notamment la bonne compréhension des différences et des intérêts de bien contrôler sa macronutrition, sa micronutrition, sa chrononutrition. hmm, Moi, en plus, j'adore tout ce qui est cuisine, alimentation vivante, avec même si elle a enfin, même si elle est parfois décriée, Mémé Grosjean, qui est pour moi une référence en France pour cette partie-là. Les massages, parce qu'ils permettent de récupérer beaucoup plus rapidement, donc les drainages lymphatiques, le shiatsu que je pratique également, qui a un intérêt là plus énergétique, et puis les pointes nappes aussi, qui ont un intérêt pour une récupération optimisée après une activité sportive. D'ailleurs, tu vois, tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui a commandé pour un de ses amis, avec qui fait une grande compétition de triathlon, eh bien, un bon cadeau d'accompagnement justement post compétition. Et effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est que nos pratiques, il faut les voir à la fois dans la dynamique préventive et puis dans la continuité après d'une activité hmm, comme le sport. Et puis l'eau, parce que j'aime bien me baigner dans une eau à 0 degré, dans l'eau glacée, par rapport à plein de vertus. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais aussi l'eau pour ce qu'elle est, avant tout parce que c'est un vecteur d'élimination. C'est souvent un sujet qui est très évoqué en naturopathie parce que les gens ne savent plus quel type d'eau boire. Il y a un peu de tout, on sait vraiment pas. Est-ce qu'avec une Berkey c'est suffisant? Est-ce qu'une Filtre Brita c'est suffisant? Est-ce que de l'eau du robinet c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que de l'eau en bouteille c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que l'eau de mon puits c'est bien, c'est pas bien? Donc c'est important un peu de clarifier un petit peu tout ça. Et puis parce que cette eau, une fois qu'on a compris ses bénéfices, eh bien on va en boire beaucoup plus qu'un simple litre d'eau. Mais plutôt, moi je suis plutôt adepte des 3 centilitres d'eau par kilo de poids de corps, hein. Donc ça fait des volumes d'eau qui sont quand même un peu plus conséquents qu'à l'habitude. Mais en tout cas, dans une pratique physique et sportive, c'est un indispensable, ce volume d'eau. d'accord. Et toi, à titre personnel, tu consommes quel type d'eau? Ah, alors moi c'est compliqué parce que Euh, alors pour ce qui est de l'eau, je prends de l'eau du robinet que je fais bouillir, que je mets dans ma Berkey, voilà, pour avoir un pH le plus proche de 7. Il m'arrive de prendre au cabinet, en l'occurrence, de l'eau en bouteille avec un pH à 7, donc de l'eau premier prix, parce que c'est celle qui est finalement la plus adéquate pour nous. Et puis pour ce qui est du volume, eh bien le volume de mon eau va dépendre aussi de ma période euh, pré-post-compétition. Puisque dans le culturisme, en l'occurrence, on joue avec des chocs hydriques, où on peut monter à 8 litres d'eau
par jour pour ensuite chuter à faire un jeûne hydrique pendant 48 heures avant de monter sur scène, par exemple. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc là, le corps, il subit quand même des fluctuations énormes. Ouais, c'est assez Euh, violent. c'est dans une logique d'hormèse, du coup, c'est quoi? Alors, c'est une pratique qui, dans le culturisme naturel, je précise, le culturisme naturel, est une nécessité pour avoir finalement une peau la plus fine possible et qui colle aux muscles pour pouvoir montrer finalement l'ensemble des fibres musculaires que tu as travaillées pendant ta période de préparation. Et c'est pour ça d'ailleurs que les culturistes qui ne sont pas naturels prennent justement des substances médicamenteuses pour éliminer le plus vite d'eau possible, quoi. Voilà. Et ce que je trouve intéressant justement dans ton approche et finalement dans les outils que tu proposes, c'est que c'est des outils qui doivent servir, en l'occurrence pour les sportifs que tu accompagnes, de la performance. Oui, Donc on n'est pas dans du conseil pour se faire plaisir ou pour optimiser enfin, voilà, une alimentation. On est vraiment dans une logique de recherche de performance qui ne laisse pas la place finalement à la demi-mesure et même d'une certaine manière à l'inefficacité, quoi. alors la performance, mais aussi la longévité, parce que, comme je te l'expliquais tout à l'heure, ce qui m'a amené à la naturopathie, c'est la volonté de continuer malgré les années à pratiquer, à performer, à faire des compétitions et à ramener des coupettes, c'est mieux. C'est ça aussi. Et donc, à partir du moment où tu intègres un schéma et une hygiène de vie qui va te permettre d'être plus performant, eh bien, cette même hygiène de vie va te permettre aussi de pouvoir gagner en longévité et en qualité de vie, par ailleurs. Ouais, Là, la c'est psychologie est très utile hein, dans ces cas de figure-là. On arrive à optimiser des perfos juste en faisant des rééquilibrages de posture. et c'est là où c'est important que tu précises ça, c'est que quand j'ai dit performance, c'est pas de la performance à court terme qui celle-là peut cramer des sportifs et qui peut, C'est enfin ça. voilà, c'est plutôt voilà dans une approche de la performance sur le long terme et dans la durée. Donc, Ouais, 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 ouais. avec des solutions naturelles qui sont certainement plus adaptées au métabolisme des gens en fait, tout simplement. Ouais, et en plus, dans l'univers du sport, il y a euh, beaucoup de croyances autour des compléments alimentaires, autour de certaines pratiques. Je pense à ces fameux verres d'eau avec du citron, à ces Gatorade, à ces boissons qui vont te permettre de te rebooster, à ces compléments alimentaires comme les protéines, les isolats de whey, etc., etc., où les gens dépensent énormément d'argent là-dedans. Ce qu'ils omettent, c'est que beaucoup de ces produits en fait sont industriels et sont peu synthétisés par le corps, et une grosse partie d'entre eux finissent aux toilettes et ne sont pas assimilés par l'organisme. Hmm. Bah, c'est l'approche ouais réductionniste du truc quoi. C'est ça. On met dans une boisson des sommes de nutriments, mais sans se poser la question de l'assimilation. Voilà. Mais de toute façon, c'est la même problématique sur la question de gain de poids, enfin gain de masse musculaire, perte de poids. On veut perdre du poids facilement, donc on veut un louzou, un médicament ou une gélule pour perdre très vite, ou une astuce naturelle. Je suis souvent sollicité pour ça, hein, des astuces naturelles. Mais je suis pas Monsieur Truc. Le corps, il a certes on peut interagir dessus et c'est fantastique et j'en suis une preuve vivante. On a, on peut lui demander beaucoup, mais il faut du temps, il faut de la régularité, de la patience. Hmm. Je vais te proposer de passer sur notre thématique. Donc, quelle place pour l'activité physique dans la naturopathie? On en a discuté tous les deux en amont. C'est vrai que bah, on faisait le constat que l'activité physique a été très présente au début de la naturopathie. Et là, on pense aux hygiénistes allemands, fin des 19e, début 20e. Mhm. Et que petit à petit, cette approche voilà, est devenue un peu plus évanescente, pardon. On la retrouve chez certains naturopathes comme toi qui ont voilà, un historique autour du sport
et qui ont cette sensibilité à l'activité physique. Mais de manière générale, ce pilier vraiment de la naturo, au moment où la naturopathie a été fondée, c'est un peu perdu dans la masse, quoi. Donc, je sais pas, est-ce que déjà tu peux nous parler de cette place qu'avait l'hygiène, enfin l'activité physique au début de la naturopathie? Moi, je vais te parler de l'hygiénisme et de l'hébertisme. Puisqu'en fait, les naturopathes étaient des hygiénistes avant, hein, c'est comme ça qu'on les a Hmm. nominés. Euh, et l'hébertisme, avec cette pratique qui a été élaborée par un lieutenant de vaisseau de la Marine nationale au début 1905 de mémoire, pour lutter contre la paresse de son personnel qui était en outre-mer ou dans les colonies. Et donc avoir une activité physique pour garder finalement une capacité du corps à être réactif, à pouvoir se mouvoir et pour garder finalement la pleine santé. Puisqu'en fait, c'est ça, notre quotidien à nous, naturopathes, c'est d'optimiser la pleine santé et d'entretenir cette pleine santé. Et l'hébertisme, c'est quelque chose qui est toujours d'ailleurs transmis et enseigné dans les écoles militaires, euh, sous cette dénomination-là par ailleurs. Mais le grand public l'a complètement oublié. Alors que dans les écoles, donc cette technique a été mise en place en 1905, cette technique a été également déclinée, pas que dans les institutions militaires, mais également dans toutes les écoles. Euh, donc on avait cette capacité à pouvoir courir, pousser, tirer, nager, lutter, lancer. Euh, bon, aujourd'hui, hein, quand on regarde dans les écoles ce qu'on transmet même dans les cours d'éducation physique et sportive, on en est malheureusement assez loin. C'est dommage. Euh, il y a toujours on essaie toujours de réinventer les choses. Et d'ailleurs, le CrossFit, c'est une déclinaison quelque part de l'hébertisme. Euh, mais j'ai perdu le fil de mon propos. C'est pas grave. Ouais, là, tu parlais de l'hébertisme. Tu as parlé des hygiénistes aussi. Ouais, Ceux-là, finalement, étaient aussi vraiment la base de la naturopathie, était l'approche hygiéniste, en fait. exactement. Avec aussi quelque chose qui est important, c'est que ces derniers étaient une représentation de ce qu'ils transmettaient. Et, Mm. d'ailleurs, cette transmission, elle se faisait tant par leurs habitudes, leurs us et coutumes, que les autres pouvaient calquer en voyant finalement les résultats. Et ça, c'est pareil, ça s'est étiolé au fil du temps. Et c'est pour ça que nous autres thérapeutes, on se doit d'avoir, euh, alors, sans être irréprochable, mais avoir quand même une certaine déontologie aussi sur cette partie-là, avoir finalement un corps qui aspire à appliquer les mêmes principes que l'on évoque en cabinet. Mm. Oui, c'est vrai que bah, il y avait, notamment en France, il y avait Georges Rouet, il y avait Edmond Desbonnets aussi, voilà, qui étaient des médecins adeptes, notamment de la musculation. Et oui, et Desbonnets a été un des premiers à faire du culturisme en France. Voilà, Il y avait des clubs de musculation pour hommes. C'était pas ouvert aux femmes à l'époque, mais des clubs spécifiques. Desbonnets est pareil, à l'origine du culturisme en France. Euh, ouais. Donc c'est des gens qui, comme tu disais, portaient sur eux finalement la preuve de leur approche, parce que c'était des gens qui étaient en très bonne santé, qui avaient. Enfin, moi, j'aime bien parler de Georges Rouet parce que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu moins connu, mais c'est un médecin. Donc, il pratiquait au début du XXe siècle et qui tous les midis faisait se faisait une bonne suée. C'est comme ça qu'il présentait les choses pour aller sauter dans la rivière derrière. Et la légende dit qu'il a jamais été malade. Donc, enfin voilà, c'était déjà des gens qui étaient dans la démonstration justement à travers ce qu'ils étaient de la capacité du corps à, bah voilà, à démontrer une certaine résistance à l'exercice et ce qui entraînait derrière, de manière générale, des capacités immunitaires, des capacités physiques qui étaient supérieures aux autres. oui, parce que n'oublions pas que le sport, c'est un stress. Alors, on peut classer comme un stress positif si on veut, mais ça reste un stress. Donc c'est important du coup de gérer ce dernier
de ne pas en rajouter une couche si on a d'autres stress en parallèle autour de sa vie au quotidien, et de faire en sorte euh, comment dirais-je, tout comme le bain glacé qui est également un autre mode de stress, de pouvoir composer avec tout ça, quoi. Euh, un stress, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément contraignant, ça peut avoir des bénéfices et des bienfaits et lutter en fait contre notre antifragilité. Notre confrère Pierre Dufresne, que je salue, on parle souvent de cette logique d'antifragilité. Ben, c'est ça en fait, c'est travailler son antifragilité euh, et sortir toujours de sa zone de confort. Je pense que les consultants qui me connaissent, c'est un mot que j'utilise souvent. Enfin, en tout cas, cette terminologie, sortir de cette zone de confort. Et est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre sortir de la zone de confort sans entrer forcément dans la zone de Le la zone danger, d'inflammation, la zone qui devient pathogène entre guillemets? ça c'est compliqué parce qu'on va tous réagir différemment. Euh, L'important, c'est surtout dans une pratique physique et sportive, c'est d'avoir une bonne compréhension de ce que l'on fait, pourquoi on le fait, de bien travailler sa connexion neuromusculaire, d'avoir une bonne visualisation dans l'espace de notre corps en mouvement. Donc tout ça, c'est en fait des schémas qu'un préparateur physique et sportif doit inculquer à la personne qui l'accompagne. Et une fois qu'on a intégré tout ça, eh bien, on a une pratique qui va être justement à ne pas sortir de cette zone inconfortable. Et l'accompagnant va, donc soit le thérapeute, soit le coach, va de temps en temps inviter euh, le sportif à l'effleurer ou à déborder un petit peu de cette zone-là, simplement. Mais en toute sécurité, par ailleurs. Ouais. Et en Et c'est vrai. évitant, les addictions, comme la bigorexie, par exemple, qui est une maladie reconnue par l'OMS, entre autres, qui est ben, cet excès de pratiques sportives. Il y en a beaucoup, hein, moi j'en reçois quand même un certain nombre en consultation, de personnes qui, pensant bien faire, parce qu'elles ont du temps, ou parce qu'elles sont en vacances, ou parce qu'elles ont une échéance, accumulent les entraînements, se blessent, mais continuent malgré tout de surenchérir et ne prennent pas en considération qu'à un moment donné, le corps a besoin de dire stop, de s'arrêter pour mieux repartir. Ça s'explique au niveau hormonal, c'est-à-dire que il y a de la sécrétion d'hormones Oui, carrément. devenir addict en fait, hein, donc C'est une addiction, mais c'est une addiction la bigorexie à part entière. Exactement. mm, Exactement. mm. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui paraissent pas forcément intuitives. Si je reprends l'exemple d'une consultation récente, quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde, donc bah, des douleurs inflammatoires au niveau des articulations, notamment du genou. Euh, c'est difficile de faire de l'activité physique. C'est difficile d'aller marcher, de s'imposer voilà quand même une activité physique quotidienne. Euh, pour eux, en fait, il y a quand même un juste milieu à trouver entre l'inactivité et voilà une activité qui serait pas adaptée à leurs problématiques médicales. Ouais. Donc, comment toi tu travailles justement avec ce type de personnes? Parce qu'il y a quand même un intérêt finalement à être dans le mouvement, à être dans l'activité physique, quoi. Mais le mouvement, en plus, il est important parce que sans mouvement, pas de péristatisme, pas de circulation idéale de la lymphe, pas fonctionnement idéal du système digestif. Donc le mouvement, il est essentiel. Après, effectivement, au cas par cas, eh bien, on va plutôt se diriger vers une activité où on va être porté. Donc l'eau, en l'occurrence, la baignade peut être intéressante quand on a des douleurs articulaires assez fortes au niveau du dos, au niveau des genoux. Euh, on peut avoir également une activité avec des salles de sport qui sont spécifiquement adaptées pour cela ou du matériel que l'on peut acquérir chez soi avec des simples petits exercices qui vont permettre en fait de travailler une zone musculaire qui ne va pas interagir avec la zone articulaire douloureuse par exemple. Donc, il faut l'adaptabilité, elle est de mise, elle est vraiment essentielle par rapport à ça. Mais en tout cas, une chose est certaine, le fait d'être immobile n'est pas la solution. Le mouvement est important. Le mouvement est important.
En naturopathie, d'ailleurs, je me souviens d'un cours que j'avais eu dans mon école où on parlait de la gymnastique des organes. La gymnastique des organes. Voilà. Mm. Euh, c'est quelque part, effectivement, une vision qui est intéressante parce que c'est pas simplement un corps en mouvement, un bras, une jambe qui se déplace, mais on peut également travailler euh, en soi. Donc la respiration peut avoir cette utilité. Tu vois, quand tu fais un vacuum, par exemple, tu vas stimuler, tu vas faire travailler l'ensemble de tes organes et Mm. ton estomac, par exemple. Mm. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête. Activité physique, on se projette tout de suite sur des images de sport, mais comme tu dis, en fait, l'activité physique, c'est le mouvement. Et voilà, Donc les exercices de respiration, on est là-dessus. Enfin, tu as raison de le préciser, ouais. C'est hyper c'est pour ça qu'il important. faut associer l'activité physique et l'activité sportive. Ce sont deux Mm. choses qui sont différentes. Mm. Et je trouvais intéressant de reciter des bonnets parce que il a dit une phrase, c'est le muscle est le contrepoids du nerf. Et moi, ce que je vois en consultation, c'est des gens qui sont que dans leur tête. Donc, en fait, on est surexposé en fait d'un point de vue système nerveux, que ce soit la consommation de médias, que ce soit voilà des vies qui sont de plus en plus complexes avec toujours plein de choses à gérer. Euh, il y a beaucoup de pathologies associées, hein, les burn-out, Mhm. le Mhm. stress de manière générale. Si on prend cette citation de Desbonnets, bah, on peut se dire que le contrepoids du nerf, donc de ce système nerveux qui est sursollicité, c'est le muscle. Donc, il y aurait tout intérêt à vraiment remettre l'activité physique au cœur de nos pratiques de la naturo. Mais pour autant, c'est pas forcément immédiat. Enfin, c'est pas forcément évident. Mais en fait, voilà, il y a une espèce de contradiction entre les pathologies qui sont les pathologies nerveuses qui sont, je pense, beaucoup plus fortes dans nos sociétés qu'il y a 50 ans, Ouais. et pour autant une espèce de disparition de l'activité physique dans beaucoup de recommandations finalement de naturopathes. Dans beaucoup de recommandations, alors que bah, tu as quand même une possibilité aujourd'hui d'avoir une pratique sportive. Alors si on est sur la partie sportive, extraordinaire. L'offre sur notre territoire, elle est énorme, il y en a partout. Tu peux faire du sport partout. Alors, on a une chance quand on est en Bretagne, comme nous autres, où on a la mer, la forêt, les petites montagnes. Euh, on peut exercer au quotidien. C'est plus compliqué quand on est à Paris. On peut faire un petit clin d'œil à notre confrère François. Bon, bah, quand on est à Paname, hormis monter les buttes Chaumont, voilà, c'est un peu limité. Euh, mais il y a quand même des lieux pour pouvoir avoir une pratique. Il y en a partout aujourd'hui. Des préparateurs physiques, des coachs sportifs, il y en a partout également. Euh, mais c'est vrai que la naturopathie, quand bien même ça fait partie des 10 techniques que l'on emploie, qu'on est censé employer en tout cas, dans un accompagnement, c'est pas forcément le sport qui est mis en avant. On va Mm. d'abord se concentrer sur la nutrition, on va se concentrer, pourquoi pas sur la manipulation, après sur la respiration, mais pas à tous les coups. Mais le sport n'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant, Activité physique du coup. l'activité physique. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu crois que ça peut venir du fait que finalement l'activité physique est enfin absolument. euh, je vais être moins direct, mais a disparu quand même des formations de naturopathie. Bah, en tout cas, elle a disparu des formations, ça c'est sûr. Il y a, il y a, Mm. il y a rien par rapport à ça. D'ailleurs, j'y travaille parce que j'étais tout à l'heure avec le directeur de mon ancienne école, dans laquelle je vais intervenir pour faire un module spécifique sur sur la naturopathie et le sport. Et puis je participe également dans une autre école de naturopathie qui est tenue par Pierre Dufraisse, qui est le centre naturopathie Hormèse, où justement l'Hormèse a À toute tout. sa place. Ouais. Donc là, effectivement, lui, il met un point d'honneur à insister beaucoup plus sur la pratique physique et sportive. Mais sinon, les confrères qui ont fait
Sénato ou les autres écoles, je ne vais pas toutes les citer, effectivement, l'activité sportive et physique, elle est pas là, quoi. Mm. C'est vraiment étonnant. On insiste beaucoup sur d'autres techniques, mais pas spécialement sur celle-là. C'est tout un ensemble de toute façon. Alors c'est sûr que quand on est avec quelqu'un en consultation qui va souffrir d'un diabète de type 2 et d'une obésité morbide, on va pas forcément penser à lui proposer à avoir une activité physique et ou sportive, alors que c'est important. Parce que le mouvement, comme on le disait tout à l'heure, va permettre d'optimiser l'élimination de ces toxines, va lui permettre de pouvoir mieux oxygéner ses cellules, faciliter une régénération. Enfin voilà, tout ça, ça a son importance, quoi. Mais il faut Oui, adapter son propos et son offre ouais. en fonction de l'individu. Mais d'autant plus, c'est d'autant plus vrai dans une logique naturopathique où on est censé aussi faire de la prévention. Donc voilà, le sport en prévention, il est juste majeur, quoi. Enfin, l'activité physique est majeure dans cette logique préventive. Donc c'est clair que, enfin voilà. Et une pratique cohérente aussi, parce que euh, une chose qui est importante, c'est de savoir, en tant que naturopathe, on se doit de savoir quelles sont les différentes pratiques, quelles sont les incidences de ces différentes pratiques sportives. Et du coup, si on a des préconisations à faire, eh bien, de les faire avec intelligence au regard de l'individu qu'on a en face de soi et de ses prédispositions et de ses envies. J'entends Mm. par là de ne pas envoyer quelqu'un directement à lui faire produire une activité sportive trop forte, trop intense, trop douloureuse, trop stressante, trop inflammatoire, qui peut avoir des conséquences. Voilà. Parce que, Ouais. comme je le disais tout à l'heure, le sport, c'est un stress. Mais c'est pour ça que, tu vois, quand tu disais, je discutais avec mon ancienne école de faire un cours sur la naturopathie et le sport, j'aurais tendance à dire que c'est bien parce que c'est un pas en avant, mais pour moi, c'est pas l'activité physique, c'est pas quand tu veux travailler sur enfin accompagner les sportifs. En fait, c'est pour accompagner de manière Bon, générale les gens en naturopathie. ouais. Donc en fait, enfin, à part voilà des écoles qui sont vraiment spécialisées sur l'hormèse, euh, ça me semble vraiment indispensable que les écoles de naturo type FENA puissent vraiment accompagner les étudiants sur la connaissance en fait de ce levier-là, de ce Mhm. pilier-là. Parce que comme tu dis, euh, conseiller une activité physique, quand on n'a pas les bases, en fait, ça peut être, on peut faire plus de mal que de bien en fait, donc aussi. Exactement. Donc Exactement. voilà, cette connaissance-là, elle me paraît indispensable. Et alors, moi, je sais pas combien de temps ça pourrait prendre de former les naturaux sur cet aspect-là, sans parler d'en faire des coachs sportifs, mais au moins de leur donner vraiment des bases de la compréhension de l'activité physique et de l'impact sur les organismes. Bah, tu sais, une sensibilisation, ça nécessiterait que quelques heures. C'est pas parce que on parle de sensibilisation. Après, si on doit professionnaliser la personne sur le sujet, à elle de prendre une formation spécifique adaptée. Mais là, on parle de sensibilisation. Et pour en revenir à ce que je te disais tout à l'heure avec mon ancienne école, ça va être le cas. On va essayer de mettre en place des sessions de 3 jours pour pouvoir bien faire comprendre que quand on a en face de soi un ostréiculteur, quand on a en face de soi euh, un paysagiste, quand on a en face de soi un maçon, ce sont des gens qui utilisent leur corps au quotidien, donc il y a une activité physique, on est d'accord. Simplement, si elle est mal coordonnée, si la connexion neuromusculaire ne se fait pas correctement, si la respiration pendant sa pratique n'est pas correctement appliquée, eh bien, on peut avoir des dégradations, des blessures, des inflammations. Voilà. Donc, ce que l'on met en pratique avec un sportif de haut niveau ou un sportif du dimanche, on peut également mettre en pratique avec monsieur, madame, tout le monde. Mm. Oui, parce que, enfin, ce qui est bien, c'est qu'avec la mode des bains froids là de Wim Hof, ça a mis un coup de projecteur sur cette notion d'hormèse, de résistance, enfin de travailler Ouais. sur la résistance du corps, mais ça a aussi produit de la matière scientifique. C'est-à-dire que Wim Hof a fait des tests en clinique. Enfin, je sais pas si tu, moi je me rappelle d'avoir
lu ça, c'est qu'il avait été sollicité par une clinique pour faire des tests sur l'immunité. Donc, Ouais. il était venu dans la clinique, il s'était fait inoculer des virus, et en fait, là où normalement, enfin, une personne normale aurait mis 48 heures avec à se remettre avec de la fièvre et tout, lui, en fait, le virus a rien fait sur son organisme. Et donc les chercheurs avaient dit, bah ouais, mais c'est normal, vous êtes à fond, ça fait des années que vous pratiquez ça. Enfin, voilà, vous êtes pas normal, vous êtes entre guillemets un extraterrestre. Et il a dit, bah dans ce cas-là, vous me donnez un groupe de personnes, des gens lambda, je les forme pendant un mois ou deux, et après, je vous les emmène pour faire des tests sur l'immunité, la résistance immunitaire. Et donc il a formé comme ça une cohorte de personnes qui étaient pas enfin voilà, qui étaient pas spécialement sportifs ou adeptes de ces pratiques. Et il les a formés pendant un temps donné, et ces gens ont fait l'objet de tests. Donc de la même manière, on leur a injecté un virus et on a mesuré en fait la réponse immunitaire qu'ils ont développée. Et ces gens-là ont eu les mêmes niveaux de performance que Wim Hof. Ouais. Donc c'était pas lié aux capacités extraordinaires de Wim Hof, mais c'était vraiment lié à ce qu'ils avaient développé dans le cadre de leur accompagnement, à savoir voilà un travail de mise en résistance du corps sur des expositions, en l'occurrence au froid pour Wim Hof, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi de la résistance au niveau, enfin, de travail au niveau de la respiration, donc la mise Ouais. en mouvement, comme tu disais, de certains organes, du diaphragme, des poumons, enfin. Donc voilà, c'est intéressant aussi de se dire que ces modes-là produisent de la matière scientifique, des études qui finalement nous confortent et nous donnent aussi des arguments pour pousser un peu plus l'hygiène, enfin l'hygiène de vie, en tout cas l'activité physique dans nos accompagnements, quoi. Et en plus, ces exemples-là, ils confirment le fait que euh, rien n'est définitif. On peut acquérir assez rapidement en fait ces techniques-là. Avec moi, mon premier stage Wim Hof, ça a été 48 heures. Et en 48 heures, j'en ai vu les bienfaits, mais de façon folle. Ce qui m'a obligé après à acheter un congélateur pour me baigner dedans. Enfin bon, c'est une autre histoire. Euh, mais en fait, n'importe qui est en capacité de pouvoir le faire. Et ça sous-entend vraiment que notre corps a une capacité d'adaptation extraordinaire. C'est un gros fainéant. C'est-à-dire que si on le laisse faire, bah, effectivement, on va finir dans le canapé avec les chips affalés tout au long de la journée. Mais si on le secoue un petit peu, si on arrive à le remotiver et à le stimuler, eh bien, on va pouvoir optimiser son système immunitaire, on va pouvoir optimiser sa masse musculaire, on va pouvoir optimiser la gestion de son poids, on va pouvoir optimiser la gestion de sa sécrétion hormonale et donc du coup bah, de son humeur, de ses émotions. C'est tout un ensemble, c'est vraiment tout un ensemble. Et c'est ça qui est beau dans notre métier, c'est que on n'a pas de cas désespérés, enfin de cas où on ne pourra absolument rien faire. Il y a toujours des choses sur lesquelles on pourra interagir. Alors c'est toujours malheureux d'avoir en cabinet des gens qui font des ablations de thyroïde, de vésicules biliaires ou des bypass. J'en ai vu quelques-uns ici. C'est terrible parce que là c'est assez compliqué du coup pour interagir avec eux. Mais si on les avait eus en avant, on aurait pu peut-être améliorer leur quotidien et ça leur aurait peut-être évité d'avoir cette intervention chirurgicale dévastatrice. Je dis ça parce que j'ai vécu ça encore hier et c'est terrible, ce genre de situation. Donc oui, la prévention, la prévention, la prévention. Notre profession, c'est une profession pardon, préventive. Euh, et on a plein d'outils. Le sport en fait partie. Mm. Et quelle complémentarité tu vois justement entre ta casquette de naturopathe et ta casquette de coach sportif? Comment t'associes les deux? Comment tu J'allais dire la pédagogie parce que un naturopathe, c'est un éducateur de santé. Un préparateur physique, c'est un éducateur sportif. Donc il y a l'expérience que j'ai avec la pédagogie que j'ai pu utiliser et l'adaptabilité de mes propos en fonction de la personne qui est en face de moi. Bah, c'est quelque chose que j'ai vraiment pu utiliser dans le cas de la naturopathie, où on est exactement dans le même cas de figure, exactement pareil, où tu vas être à l'écoute de la personne et adapter ton propos et tes préconisations en fonction de l'individu. Donc
ça m'a vraiment aidé en ça. Et puis, il y a une expérience aussi, moi en tant qu'athlète. Quand j'étais minot, j'étais obèse également, donc je suis passé également par ce stade de problématique de poids. Le sport que je pratique, il y a quand même des problématiques de poids, pardon, où on a des phases de cutting, donc des montées de poids, des descentes de poids, des problèmes du coup au niveau de la peau, de l'élasticité de la peau, enfin tous ces soucis en fait que je peux avoir face à moi en consultation suite à des grossesses, suite à des accidents, suite à des inactivités prolongées, tout ça en fait je les comprends. Et je pense que ça contribue également à l'adaptation de mes propos et aux préconisations, parce qu'en plus, enfin, en tout cas ça c'est ma déontologie, tout ce que je préconise, ce sont des choses que j'ai pu tester et mettre en pratique. Voilà. Donc en Ouais. l'occurrence, ça c'est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas parler d'une purge à l'huile de ricin si on l'a pas fait. On ne peut pas parler d'un bain glacé si on l'a jamais fait. On peut pas, tu vois, ça c'est. Et Ouais. malheureusement, je sais que j'ai certains confrères qui peut-être font ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Et ben c'est une tradition dans l'accompagnement des personnes. Hein. J'écoutais pas plus tard qu'hier un podcast sur la morphine. Et en fait, bah, les médecins les premiers addicts d'héroïne, en fait, c'est des médecins. Ouais. Parce que, bah, en effet, ils testaient sur eux les produits avant de les conseiller, mais dans le cadre de produits comme ça devenait un peu problématique, quoi. Donc oui, dans l'idéal, il faut tester ce qu'on recommande, mais sans tomber dans l'addiction non plus, quoi. Voilà, un juste équilibre. Mais voilà, c'est ça pour répondre à ta question. En plus, le coaching sportif, moi, ça m'a permis aussi, par rapport à mes connaissances en anatomie, physiologie, d'avoir aussi ce plus. Alors, certes que l'on enseigne également dans les cours de naturopathie, mais c'est quelque chose d'important, de savoir comment ton corps fonctionne euh, et comment il se move. Ouais. Ok, ben je crois qu'on a fait déjà un bon point sur cette dimension-là. Est-ce que toi, est-ce que tu serais partant là pour aller taper à la porte des écoles et essayer de leur proposer un cours pour ramener l'hygiène de vie, enfin l'hygiène de vie, en tout cas la pratique sportive et la pratique physique dans les cours de naturo? Mais alors plus que ça, puisque je suis membre de l'Omnes et j'interviens dans une commission, je vais le mettre en avant ça, parce qu'effectivement, tu vois, ça sort de notre échange à cet instant, et, euh, et c'est un sujet en plus que je connais bien. Donc oui, si c'est un challenge, je relève le challenge. Bon, bah écoutez, vous êtes témoin de ça, donc on prend rendez-vous dans un an. On va voir si les programmes de cours en école de naturo vont intégrer une dimension pratique, exercice physique un peu plus poussé. En tout cas, c'est ce que je souhaite parce que je trouve que enfin, voilà, pour moi, ça fait vraiment partie des piliers de la naturo et on a tendance à le relayer un peu en fin de fiche conseil. Oui, oui, allez-y, faites un peu de sport, c'est bien pour vous, c'est bien pour vous, mais enfin, voilà, on voit que c'est pas au cœur vraiment des recommandations et c'est une erreur parce que c'est vraiment quelque chose qui est déterminant pour la santé de manière générale, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais ça fait partie intégrante de ces 10 techniques que l'on met souvent en avant, hein. C'est vraiment incontournable. C'est Oui, vraiment. oui. Mais enfin, moi, on liste cette technique-là. Dans les cours de naturo, on liste ces techniques. Mais dans la réalité de la pratique, sur les fiches conseils, le poids de l'exercice physique est pas là où il devrait être. Enfin, en tout cas, à Donc, mon avis. il faut imposer dans le conseiller la partie activité physique et sportive, tu vois. Il y a la Ouais. partie conseil naturel, conseil alimentaire. Il faudrait préciser Hmm. ça. Voilà. Alors, encore faut-il être formé pour pouvoir faire du conseil qui soit juste. Ouais. Bon, je m'y attelle, je m'y attelle. Bon, bah écoute Fabrice, merci beaucoup pour cet échange. Bah, le ciel est bleu, tu vois. Je Oui, suis mais complètement regarde, ça déçu. fait Et c'est faire. soleil en Bretagne. Donc voilà, enfin, on va couper vite la visio parce que les gens vont croire qu'il fait beau en Bretagne alors que Mais c'est pour on- ça que j'ai une décapotable.
Eh oui. Bon, bah écoute, merci beaucoup et bah, je te dis à bientôt en Bretagne pour un bain froid par exemple. Hein? Exactement, avec grand plaisir. Tu seras le Allez, bienvenu. bah, je vais peut-être venir qu'en juillet dans ce cas-là. Le congélateur, l'eau reste à zéro de toute façon, t'inquiète pas. Ah ouais. Bon, allez, à bientôt. À Salut. bientôt. Merci Merci. à tous. Au revoir.